Salut! J'espère que vous allez bien. Le monde en temps réel. C'est parti. On est connecté pour le meilleur et pour le meilleur. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Jazz Royal officiel, bonsoir. C'est qu'artiste, salut Frida. Chilo Kasongo. Fanny Nzibou, bonsoir. Déborah Nkoli, bonsoir. La beauté panafricaine, bonsoir. Ok, Déby, bonsoir. La préférée du colonel, bonsoir. Fanny Sophistique, salut. Donc, c'est le monde en temps réel aujourd'hui, c'est un témoignage. RC, ABL, bonsoir. Tizoun, bonsoir. Kimbambu, Bénédicte, Jenny Zolana, bonsoir. Ira Blessing, bonsoir. Florence à boutique, bonsoir. Salut, j'espère que vous allez bien. Hello. Cassicute, bonsoir. You love me too much. J'aime trop cette chanson. Excess Love. Jésus nous a tellement aimés. Jésus nous aime tellement. Excess Love. Bonsoir. Rossi Moukoko, bonsoir. Real Love and Relation. Chip, bonsoir. King Alfredo, bonsoir. Salut. Janice Yablou, bonsoir. Too much, excess love. Joël Ngala, bonsoir. Rayaso, 19, bonsoir. Kamara Binta, bonsoir. Merci d'être connecté. Le Loutété, bonsoir. Déborah Janvier, 129, salut. C'est le monde en temps réel. Donc aujourd'hui, on va écouter le témoignage de notre sœur Claudia, KM. Le témoignage, c'est une femme de 5 enfants tente de se suicider. Dès qu'elle, qu'elle sera connectée, je vais diminuer la musique. Donc, comme ça, on va pouvoir entendre son témoignage. Audrey, salut. Audrey 02, la Bézi, je vais te tuer. Non, tu vas pas te tuer. Je vais pas te tuer, moi. Non, moi, j'ai rien fait. Mambo, tu vas le tuer. Je vais tuer qui? En tout cas. Donc, voilà. Le monde en temps réel, c'est de la réalité dans la profondeur. Ok, on parle de réalité dans la profondeur sans tabou, comme vous le savez. Ici, vraiment, c'est à l'aise. Je voudrais inviter les gens vraiment à ne pas hésiter à me contacter pour pouvoir raconter aussi leur histoire. Parce que moi, ce que j'avais demandé à Dieu, c'est de partager en fait des choses très fortes. Du genre, vous connaissez l'émission de Jean-Luc Delarue à l'époque, hein, il faisait une émission donc qui s'appelait Ça se discute. J'aimais beaucoup Ça se discute quand j'étais en France. Donc les personnes venaient et racontaient des moments forts de leur vie, des moments très difficiles. Et voilà, j'aimais beaucoup le concept de l'émission. Donc le monde en temps réel, c'est vous venez, vous témoignez pour essayer de fortifier quelqu'un. Le vert temps Chanaël, ok, c'est pour fortifier les gens. C'est vraiment pour aider les gens à sortir de leur situation difficile. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'il ne faut pas se laisser, aller dans la direction de la mort ou du suicide. On ne veut pas ça. Il y a des gens qui sont tellement désespérés à cause de ce qu'ils traversent. Et il y a tellement de gens qui ont traversé la même situation mais qui sont debout aujourd'hui grâce à Dieu. Donc j'ai besoin de vous pour enrichir cette émission. Ce n'est pas moi seul qui vais le faire. Moi, ça ne me dérange pas de passer 2 heures, 3 heures de parler, des expériences de ma vie pour soutenir quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour décomplexer une personne. Et voilà quoi, pour édifier quelqu'un. Mais j'ai besoin de vous. Je pense qu'on avance mieux à 2. Et ensemble, on est puissant. Et ce que je peux dire, c'est que dans le corps, il y a plusieurs parties. Donc j'ai besoin de vous en fin de compte pour que cette émission elle avance. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous sentez que vous êtes prêt à parler. Ok, sans tabou, vous êtes prêt à parler d'une étape de votre vie difficile et qui peut aider, quelqu'un. Ok, le monde en temps réel, c'est votre émission. Ok, le concept il est là, vous l'avez compris, témoignage. Il y a des débats, des fois, je fais des émissions, il y a des gens qui rentrent. Le monde en temps réel, c'est aussi
de la promotion, donc publicité, j'allais dire, c'est aussi des temps où il y aura de l'adoration, il y aura aussi les artistes qui seront accueillis, ok? J'aimerais aussi accueillir les artistes, qu'on passe des temps aussi à écouter la musique, à se détendre un peu, ok? Parce que on a besoin de musique aussi, quoi, histoire d'oublier un peu nos problèmes, d'accord? Ça sera pas toujours la même parce que le monde en temps réel, c'est de la diversité. Je veux pas que ce soit toujours les mêmes types d'émissions. Les gens rentrent et ils racontent leur histoire. Non, non, non. Moi, j'aime la diversité. Je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite. Je suis une artiste. J'aime l'innovation, j'aime la différence, j'aime le changement. Ok? Donc, dans le monde en temps réel, il y aura beaucoup de choses différentes. Vous inquiétez pas. Voilà, le monde en temps réel, c'est la diversité. Bonsoir, Karim des Îles. Bonsoir. Ouais, c'est triste et c'est réel. Ouais, on est Albi, salut. Rocky, Lifestyle, salut. Funky Style, pardon. Bonsoir, voilà. Clara qui s'est cassée. Ok, je vais me lever, je vais éteindre la télé. Comme ça, on va accueillir, comment dire, notre invitée. Elle est là, elle est connectée. Bonsoir, Malaika, Moussaou. Ok, let's go la famille. I am Mina Shine. Salut, Miss Vanessa. Salut, Nathalie Iki. Ok, je vais couper tout d'abord la musique et comme ça, on va pouvoir commencer le monde en temps réel, accueillir notre invitée, elle est là. When I heard about the table being here. Voilà. Ok, let's go. Jesus, you. Donc n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, s'il vous plaît, vous avez envie de témoigner vous aussi, de partager une partie de votre histoire, ok, ça va aider. Elle te va trop bien cette perruque. C'est pas une perruque, c'est mes cheveux. Je rigole. Lyonès Diamond, salut. Ouais, ça va, ça va. Lélo, calme, hein. Bonsoir, la beauté panafricaine, on est là et tout, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir. VD Beauty, salut. Dalier, Mobembo, Papa Bonheur est connecté. On va briser les tabous, ouais, ouais. On va parler franchement, il est temps de Let's Catch Up Podcast, de partager, voilà, des moments exceptionnels, authentiques surtout. Ok. Salut. Donc, M. Régine, Mayoyo, elle est là. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va ce soir? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa Exactement. peine. Donc, on est là. Ok, let's go. Parce que quand la personne rentre, ça coupe la tête. Il faut bien se centrer. Mhm. Voilà. Alors, un instant, s'il te plaît. Pardon. Donc, ok, let's go. Tisha Gorgeous, salut. Alors, merci d'être connecté. Merci en tout cas d'avoir répondu présente. Mokeleni 243, Ayam Chinelo. Je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs, que tu nous dises voilà où tu habites et ton nom, si tu veux, ton prénom, c'est l'essentiel. Et voilà, on va pouvoir commencer l'émission. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Claudia, j'habite en Belgique et je suis maman de 5 enfants. De 5 ans. Voilà. Super. Alors, aujourd'hui, ton témoignage, parce que je l'ai déjà annoncé, c'est sur le suicide. Mhm. Donc, tu es arrivé à un moment de ta vie où, voilà, tout s'est arrêté. Donc, tu as broyé du noir. Euh, Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Tu vas nous parler de cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Avant ça, qu'est-ce que tu as encaissé? Par où tu es passé pour avoir envie de partir de la terre? Toi qui es si jolie, 5 enfants. Donc, Satan est fou, hein. Regardez la belle créature. Comment que Satan, il a voulu. Ah oui, hein, Non, Satan est ça terrible, hein. m'énerve, ça. Vraiment. Let's go, Claudia. À toi la parole. Explique-nous ton histoire et voilà, on t'encourage et merci quoi, encore. Let's go. Donc voilà, comme tu dis, je m'appelle Claudia, j'habite en Belgique. Ben, le sujet, comme tu l'as épinglé, il est sans surprise, hein. Donc, je suis arrivée à ce genre de pensée. Pourquoi? Premièrement, il faudrait savoir que j'avais un lourd bagage émotionnel. Très jeune, donc, j'ai subi un abus sexuel d'un membre très, très proche de ma famille. Ce qui a créé en moi déjà un sentiment, pas un sentiment d'abandon, mais comme j'étais pas très proche de ma mère à l'époque, donc je me sentais seule. Je me sentais seule, personne à qui en parler, personne à qui se confier. Donc, du coup,
j'avais ce manque affectif, ce manque d'amour que j'ai tremballé un peu tout au long de ma vie. Donc, dans mon parcours aussi très jeune, à l'âge de 17 ans, je suis devenue maman d'un petit garçon. Et ça va bien dans notre communauté, quand tu es jeune, tu es maman, déjà, la famille encaissait tout ça, c'était très difficile. Et ensuite, le regard que les gens portaient sur moi, c'est, ah, elle a déjà un enfant. Tu vois, si tu rencontres quelqu'un, il veut te présenter dans sa famille, les réflexions, ah, Fiona Siabota, donc elle a déjà un enfant. Et donc, tu as l'impression d'être limite un peu soldée, tu vois, qui était la fille soldée que, Hmm. voilà, ou que tu dois à limite cacher ton enfant pour pouvoir être acceptée et tout. Accepté, Et ça, ouais. déjà, c'était très difficile. À ça est venu se rajouter donc la pression de la famille, la pression sociale. Ah oui, là j'avance, tu dois te marier. Regarde, telle personne elle s'est mariée et pas toi. Mais telle personne et pas toi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré donc le père de mes autres enfants. Et donc je l'ai rencontré. Malgré que tu vois, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'emboîtent pas spécialement, mais tu restes dans la relation. Parce que déjà, premièrement, je me t'ai dit, je vais faire mes enfants, les restes de mes enfants, je les ferai avec un même père. Il est hors de question que je fasse des enfants avec plusieurs pères. Parce que j'étais jeune, donc je me disais, j'en ai déjà un, je ne vais pas faire un enfant avec deux, trois pères, non, c'était hors de question pour moi. Donc, c'est-à-dire, si je choisis de faire ma vie avec une personne, je vais jusqu'au bout avec cette personne-là. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le mariage, avec l'objectif d'aller jusqu'au bout. Donc, ma vie, faut dire ma vie de mère, mère active en Europe, je travaillais, tournait tout autour de lui, en fait. Ben, j'encaissais tout. J'encaissais les insultes, j'encaissais les remarques, en fait, j'encaissais parce que j'avais un objectif, c'est-à-dire garder une unité familiale. Et très vite, j'ai eu mon deuxième enfant, mon troisième, mon quatrième, et on s'est retrouvé à cinq. Famille nombreuse. Et j'étais là. Je voyais les choses qui n'allaient pas, en fait. Tu vois ces petits signaux qui te montrent que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie, mais tu restes. Comme on nous a appris depuis toute jeune dans notre communauté, aux Amoisi Aliba, là, voilà, faut serrer les cœurs. Et puis, la belle famille qui te dit, mais toi, au moins, on t'a épousée, donc estime-toi heureuse. On t'a épousée, donc de quoi tu te plains? Et puis, tu sais, les hommes sont comme ça, il finira par se lasser. Parce que c'était, outre le fait c'était vraiment un homme absent, en fait. Il était très absent, il travaillait la nuit, donc il était très absent. Ce qui fait que j'avais l'impression d'être toute seule, malgré le fait que j'étais mariée, malgré le fait que j'avais ce qu'on peut dire une vie en façade. Hein. En façade, j'étais mariée. On avait acheté une maison, on avait une voiture, je travaillais, il travaillait, donc que demander? En façade, on était là, une belle famille heureuse, mais ça n'allait pas. Il me manquait ce quelque chose, je n'étais pas épanouie et mon fils aîné je commençais à ressentir donc les répercussions aussi qui retombaient sur lui parce qu'il n'était pas vraiment non plus bien accepté, sachant que le premier c'était un métis. Mon fils aîné est un métis et donc les autres, ben, mon mari et mon ex-mari c'est un Congolais, donc forcément ils sont Congolais. Donc parfois tu as la belle famille qui te dit ah mais toi aussi il aurait dû être noir, ça aurait été plus facile de camoufler que les 500 à vous, mais celui-là avec sa couleur et tout, direct, on voit que c'est toi qui es venu avec lui. Mais oui, il est à moi, je ne vais pas le cacher. Et donc, ou des remarques du style, ah, fais attention quand ton fils joue avec les autres, euh, il leur fait mal. Leur papa ne va pas accepter. Moi, je dis, mais tous, ils viennent de mon ventre. Donc, les autres, ce ne sont pas les autres, ce sont ses frères. Donc, il a le droit de jouer avec. Il a le droit, quand en jouant, de leur faire mal. Parce que ça arrive, c'est des enfants, ça joue ensemble. Donc, s'il fait mal à son frère, moi, je ne vois pas où est le problème en soi. Et après, tu as les remarques de mon fils qui venait. Mais maman, on m'a dit ça quand tu n'étais pas là. Mais de toute façon, on m'a dit que tu pouvais rien faire. Et je sentais le mal-être de mon fils. Mais qu'est-ce que j'allais faire? J'étais partagée entre mon fils, le père de mes enfants et les autres. Qu'est-ce que je pouvais faire à ça? Je lui disais toujours, t'inquiète, je serai là pour toi. T'inquiète, je serai là pour toi. Jusqu'à ce que, dans la naissance du dernier, en fait, une chose importante, c'est que moi, je suis AS, donc mon groupe sanguin est AS, et le père de mes enfants aussi, il était AS. On l'a su qu'après la naissance de notre premier enfant, donc ma fille. Et donc, du coup, à chaque grossesse, je faisais ce qu'on appelle le test de prélèvement du liquide amniotique pour savoir si l'enfant est en bonne santé ou pas. Et donc, très tôt, on vous l'annonce, ah, l'enfant est porteur sain. Donc, porteur sain, c'est AS. Donc, ça veut dire qu'il a le gène, mais il ne le développe pas. Et les autres, donc voilà. Et pour le dernier,
On nous annonce que l'enfant est porteur, il est malade. Donc, il est SS, drépanocytose. Et très vite, il me dit, il faut que tu avortes. Je fais le hors de question. Pour moi, quand je faisais les tests, c'était pour pallier donc, à savoir comment on va accueillir cet enfant. Qu'est-ce qu'on met en place? Quels sont les mécanismes qu'on doit mettre autour de cet enfant? Comment on va l'accueillir? Quels sont les médecins? Quels sont les spécialistes? Tu vois, toutes ces choses-là. Pour moi, le fait de pouvoir anticiper si l'enfant était malade ou pas, ce n'était pas pour interrompre ma grossesse. Ça n'a jamais été mon choix. Moi, c'était pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on met en place pour la venue de cet enfant-là. Comment on s'organise? Mais c'était un combat, il n'a pas accepté, et je pense que c'était un peu là la rupture. Mais malgré ça, je suis restée. Je suis restée dans le mariage avec tous ces poids-là, en fait. C'est vraiment un poids que j'avais sur moi. Comme je l'ai dit, c'était un mari très absent, il n'était pas là, il n'était pas là. Et ça devenait de plus en plus lourd. Lourd à gérer émotionnellement. J'avais besoin d'aide. C'est pas évident. J'avais besoin d'aide. Outre le fait que je voulais qu'il soit un père, mais je voulais aussi qu'il soit un mari pour moi, qu'il soit présent, que je ne sois pas là tous les jours à pleurer, ou même pendant mes grossesses, voir mon fils aîné venir me dire, tu n'arrives pas, j'arrivais pas à me lever parce que j'avais des problèmes de sciatique, qui vient te dire, maman, montre-moi comment on fait le petit déjeuner, montre-moi comment on fait les œufs, montre-moi comment on prépare du riz, maman, montre-moi comment on change la couche. Beaucoup aujourd'hui me diront que oui, mais comment ton fils, c'est un garçon, il change la couche, il fait ceci, mais il a vu que je ne pouvais pas le faire, il m'a dit, montre-moi. Et je lui ai montré. Aujourd'hui, il a 16 ans, il s'occupe très bien de ses frères et sœurs. Je peux partir, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il va très bien s'en occuper parce qu'il a joué ce rôle-là. Mais à un moment donné, tu as le déclic, tu te dis, oh, c'est moi la maman. C'est moi la maman. Ils doivent se reposer sur moi. C'est pas le contraire. C'est pas à moi de me reposer sur eux. C'est pas à lui de jouer ce rôle-là. Et après, c'est devenu vraiment, je sentais ce mal-être qui commençait à peser non plus sur moi, mais sur mes enfants aussi. Donc, il n'y avait plus que moi ça rentrait plus en compte. Tu vois, il n'y avait pas que mon état émotionnel qui rentrait en compte, mais aussi ceux de mes enfants. Et au final, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Donc, j'ai pris la décision d'interrompre le mariage. J'ai dit stop. Stop, parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et pendant toute cette période-là aussi, j'étais en surpoids. J'étais boulimique, vu que je tremballais Moi, je me réfugiais dans la nourriture. Hein. Dès que ça n'allait pas, je mangeais. Dès que ça n'allait pas, plus la génétique, ça n'a pas aidé. Donc, j'avais 123 kilos à l'époque. Donc, oui, oui, 123 kilos. Donc, vraiment, c'est pour expliquer le cocktail dans lequel j'étais. Donc, on rajoute donc l'abus sexuel, on rajoute donc le mal-être, la boulimie, un mariage qui boite vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, émotionnellement, j'étais fatiguée. J'avais besoin d'une pause. Mais quand tu es marié, tu te dis, chou, j'ai besoin d'une pause, et il prend la relève. Mais moi, j'avais personne pour prendre la relève. Et quand j'ai mis fin à mon mariage, la seule chose que je voulais, c'était d'abord de sortir de là. Sortir de là. Je n'ai pas réfléchi à l'après. J'ai juste pensé à, je dois sortir de là. Je suis pas heureuse, je dois sortir de là. Et j'ai mis fin à mon mariage. Les gens m'ont donné, ah, ne vous inquiétez pas, une semaine, un mois, elle va revenir. Elle va pas s'en sortir. Avec 5 enfants, impossible. Même ma propre famille, ma propre mère m'a dit, avec 5 enfants, Claudia, tu es folle. Tu vas pas t'en sortir, ils sont petits. Parce que le dernier, il a 23 ans. Il me dit, ils sont trop petits, tu vas pas t'en sortir. J'ai dit, non, maman, je vais m'en sortir. Ensuite, comme je l'ai dit, toute ma vie tournait. On se marie pour rester, au fait. Tu te maries parce que tu te dis, je vais finir ma vie avec cette personne-là. Donc, ma vie, elle était calquée autour de lui. Ou pas autour de lui, mais autour de nous, en fait, de ce qu'on avait mis en place. C'est-à-dire que moi, je travaillais la journée, il travaillait le soir. Donc, ça veut dire que la journée, c'est lui qui déposait les enfants à l'école, c'est lui qui les récupérait, c'est lui qui restait avec le bébé et moi, j'étais au travail. Je revenais, je faisais le souper, on mangeait ensemble et il partait travailler. Quand il me disait, mais apprends à conduire parce qu'il faut savoir qu'on on vit pas dans la capitale même. C'est vraiment la maison qu'on a, c'est vraiment dans un village, hein, un trou perdu sans la voiture, c'est un peu catastrophique. Et quand il me disait, mais Claudia, essaie de maîtriser la voiture, j'étais là, non, j'ai peur, je supporte pas la voiture, mais de toute façon, tu es là. Il me dit, mais je serai pas toujours là. Je fais, mais si, tu es là et tout. Donc, voilà, il était là. Mais je me retrouve, je suis seule. Je travaille en ville. Si je travaille en bureau, je dois arriver au travail, je dois pointer à 8 heures. Sachant que dans mon village, la garderie n'est pas encore ouverte. Je quitte chez moi à 6h50. Je quitte comment? Qui va s'occuper des enfants? Premier couac.
Les courses, comment je vais faire? En fait, c'est quand je me suis retrouvée seule avec ma réalité, vraiment toute seule, bien que beaucoup me diront, mais tu faisais déjà toute seule. Beaucoup m'ont dit, mais tu faisais déjà tout toute seule. Mais oui, mais il était quand même là. Même s'il n'était pas vraiment un mari très modèle, mais il était là. Là, j'étais vraiment toute seule avec mes enfants. Et c'est là que le trou noir a commencé, voilà, tout doucement. En fait, ce mal-être qui avait déjà là, qui était déjà là, qui était déjà installé, a commencé à surgir. Il a vraiment commencé à faire surface. J'ai commencé à voir mes limites et mon corps, mon esprit commençait à me dire, c'est pas possible, tu vas pas t'en sortir. Pourtant, j'étais entourée, hein. J'ai une très grande famille, j'ai des amis. Je pense que la plupart ne savaient même pas que je suis tout en coquette, j'étais maquillée, je sortais, j'allais au restaurant, mais quand je rentrais, je m'effondrais. Quand je rentrais, je me disais, mais demain, je vais faire comment? Comment je vais faire, au fait? Comment je dois faire, comment je vais faire pour les nourrir, comment je vais faire pour m'en sortir. Et puis, j'ai commencé à accumuler les congés parentaux qu'on a pour les enfants. J'ai cumulé, mais j'avais pas d'autre solution. Comment j'allais le déposer à l'école? C'est impossible. C'était quasi impossible. Je ne trouvais pas d'alternative. Entre-temps, la personne, elle est partie. On connaît les Africains quand on se sépare. Au début, c'est jamais on se sépare. Oui, chou, non, c'est toujours, on met une distance, on ne se parle plus, on est en mode haine à haine et tout ça. Et donc, du coup, je me retrouve abandonnée avec mes 5 enfants. Et le regard des gens qui te disent derrière, avec 5 enfants, qui va te prendre? Limite, tu vas prendre quelqu'un qui va abuser de tes enfants. Mais elle va pas s'en sortir. Regarde, lui, il refait sa vie. Elle, franchement, c'est pas possible. Mais t'es conne, t'es bête, t'es ceci. Tu entends toutes ces choses-là et ça a commencé à faire écho. C'est-à-dire que quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais t'es vraiment une pauvre fille, Claudia. Regarde comment t'as foutu en l'air ta vie. T'es une pauvre fille. T'as foutu en l'air ta vie, rien ne marche, les autres sont mariés, sont stables, les autres sont ceci. En fait, tout ça, ça commençait vraiment à faire écho. Ça faisait écho à mon âme, ça faisait écho à mon cœur. Je me disais, mais je ne vais pas m'en sortir. Je n'arrivais plus à réfléchir. Comment je vais faire pour m'en sortir dans tout ça? Je dis, c'est pas possible. Et puis, comme je me suis dit, bah, comme je suis une merde, comme je ne sers à rien, de toute façon, je ne trouve pas un sens à ma vie. Beaucoup, et puis même les réseaux sociaux, tu vois, toutes ces choses-là, ça ne m'aidait pas dans le sens où quand tu rentres, tu vois, les gens font semblant de te montrer une vie qui est limite parfaite. Tu te dis, mais comment ils font? Comment moi je n'y arrive pas? En fait, je suis si détestable que ça que je n'y arrive pas. Je me dis, mais même ce Dieu-là qu'on dit qui existe, franchement, il m'a créé pour ça, pour avoir une vie pareille, une vie aussi minable. Il m'arrivait des fois, je rentrais et je pleurais pendant 2 heures dans ma douche. Tellement j'avais mal à mon cœur. Mais si tu as mal, tu sens que tu as mal, mais tu sais pas mettre le point dessus. Mais moi, la douleur, ce n'était plus, elle était devenue perceptible. C'était une douleur, je la sentais dans mon cœur, dans tout mon être, je sentais. Et je voulais que ça s'arrête. Je me disais, ça doit s'arrêter, j'ai trop mal. J'avais des migraines, j'ai passé des scanners et des scanners. Mais comment ne pas avoir de migraines? Je ne dormais pas, je réfléchissais. Mais toutes les combinaisons que je mettais en place, il n'y avait pas de solution. Puis si j'essaye ça, c'est pas possible. Si je quitte de pays, c'est pas possible. Vendre la maison, c'est pas possible, c'est ma maison. Donc toutes les combinaisons que j'essayais, ça n'allait pas. C'était le trou noir. Puis je me suis dit, ben, de toute façon, qui va me regretter? Avec ma mère, ça n'allait pas trop. Euh, les amis, ça n'allait pas trop non plus. La famille, n'en parlons pas. J'étais un peu la paria de la famille. Je viens d'une famille très, très chrétienne et tout ça. Et donc, j'ai toujours été un peu la petite bête noire de la famille, celle qu'on traite de tous les noms. Quand je suis tombée enceinte, encore pire. Et là, encore pire, Claudia a osé mettre fin à son mariage alors que tout le monde, bah, Vanina Maba, cette fille, vraiment, c'est un cas. À qui j'allais demander de l'aide? Qui pouvait comprendre? Personne. Je me suis retrouvée dans un village, seule avec mes enfants. Je me suis dit, bon, qui va me regretter? Personne. Personne ne va regretter. Personne. À la limite, ils vont se dire, bon débarras, en fait. À la limite, ils vont se dire ça. Et donc, j'ai commencé à me dire que je voulais mourir. Alors, je pleurais. Je disais, Seigneur, si c'est pour ça que tu m'as créé, viens me prendre. Je sais de toute façon que j'ai. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas qui bug, si c'est moi ou Il y a un c'est petit toi. souci C'est de bon. connexion. Moi, je te vois Je en me fait, dis, c'est bon. Ça buguait un peu, mais là, c'est bon. ok. Et donc, je me dis, voilà, je n'ai qu'à mourir.
je vais manquer à personne. Donc voilà, c'est pas. Je me rappelle encore une fois, je pleurais, je regardais mes veines, tu vois, quand tu as les veines qui sont un peu apparentes, je me disais, je n'ai qu'à prendre un couteau, ils sont là, je les vois, je fais clac, clac, et puis je pars. À qui je veux manquer? À ce moment-là, je pensais vraiment qu'à moi, en fait. Je me concentrais sur ma personne, sur mon mal-être à moi. Et c'était tous les jours comme ça. Tous les jours, je pleurais. Je pleurais dans mon lit. Je pleure. Tu sais, tu pleures tellement pendant des heures que tu t'endors, en fait, sous la fatigue. Et ton cerveau, tu te réveilles le matin, j'ai mal, j'ai une migraine. J'avais beau prendre des médicaments, la migraine, elle ne passait pas. Elle ne passait pas parce que c'était impossible. C'était l'accumulation de la fatigue, de toutes ces choses. La migraine ne passait pas. Un jour, mon fils, il me dit, maman, ouais, j'étais sous la douche, mais je ne m'étais même pas rendu compte à tel point je pleurais. Des fois, je laissais l'eau couler et j'étais assise. En fait, l'eau coulait, mais en fait, j'étais juste là sous l'eau. Et il vient, il frappe et il me dit, maman, ça fait des heures que tu pleures. Je lui ai dit, ah bon? Puis il m'a dit, est-ce que je peux t'aider? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. Comment tu peux m'aider? Il faudrait d'abord que je sache ce que j'ai pour que tu puisses m'aider. Et ça continuait comme ça. Après, ben, et puis à un moment donné, en fait, comme j'ai dit, le dernier, hein, donc le dernier, il est drépano, il est SS. Je me suis dit, mais au final, mais qui va s'occuper du dernier, en fait? Parce que mon fils et mon frère aîné, mon grand frère est drépano aussi. Et quand j'avais dit à ma mère que j'étais enceinte et que le petit était drépano, sa première réflexion, elle m'a dit, ton mari a raison, tu dois avorter. C'est pas une vie. Je lui ai dit, non, maman, tu regrettes mon frère. Elle me dit, moi, je ne savais pas. Vous avez l'opportunité de savoir maintenant. C'est pas une vie. Je lui ai dit, mais je sais c'est quoi la maladie. Je sais, je l'ai vu avec mon frère. Elle m'a dit, c'est pas la même chose. Et franchement, entre être, être la sœur d'un drépa et être la maman d'un enfant, c'est pas la même chose. Parce que en même temps, la sœur, moi je reste à la maison, je sais que mon frère a fait une crise, il est à l'hôpital avec ma mère. Mais là, la crise, je la vis, c'est-à-dire que c'est moi qui suis là, c'est moi qui dois courir avec lui à l'hôpital, c'est moi qui dois lui donner les médicaments, c'est moi qui dois m'en occuper, en fait. Et je me suis dit, mais qui va savoir, qui va s'en occuper? Il est petit, il est tout petit, qui va lui donner ses médicaments? Je ne vais pas lui laisser à ma mère parce que j'avais pensé laisser mes enfants à ma mère. J'avais déjà pensé faire un testament et lui laisser les enfants. Je lui dis, mais attends, maman ne va pas savoir s'en occuper. Elle a déjà dit que c'était difficile pour elle, mon frère. Et maintenant, je vais lui rajouter un nourrisson en plus, tout petit, malade. Mais je vais la rendre dingue, en fait, c'est pas possible. Et après, j'ai commencé à penser à l'aîné. J'ai fait, l'aîné ne connaît pas son père. Inconnu au bataillon. Et je suis son seul pilier, au fait. C'est mon 2 minutes. Bonsoir, Cruella Mono. Bonsoir à tous. Paulette, mademoiselle Paulette. C'est le monde en temps réel. En Donc, tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Je sens ce que tu. Je le ressens, ta peine ou bien les émotions, parce que je suis une maman et je m'imagine en fait à ta place ce jour-là, quoi. Je compatis, quoi. En tout cas, quand tu et le alors, dis. j'ai dit, celui-là, il a tellement encaissé. Il a tellement encaissé. Il a pris soin de moi quand j'allais mal. Il a vu mon mal-être. Et si je pars, c'est un traumatisme pour cet enfant. Je vais le détruire psychologiquement. Je vais le détruire si j'ose le laisser, je vais détruire cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis, qu'est-ce qu'on fait? Je fais, bah, de toute façon, ils sont à moi. C'est moi qui ai décidé d'être maman. Je voulais une famille nombreuse, je voulais beaucoup d'enfants. Ils sont à moi, alors je vais partir avec eux. Il est hors de question que je les laisse à quelqu'un d'autre. Je partirai avec mes enfants. Et c'est là que j'ai commencé à penser ben, quelque chose de collectif, donc un suicide collectif. J'ai commencé à réfléchir. La première fois que ça m'a un peu traversé l'esprit, c'était sur les quais de train. Le train passait, on attendait le train. J'avais les deux autres sur une poussette jumeau, donc j'avais, parce que ils n'ont pas beaucoup d'écart d'âge, donc j'avais les deux autres, les deux derniers sur la poussette jumeau, les autres que je tenais à côté, ils étaient à côté et le train arrivait. Franchement, je pense que
l'esprit de mort me guettait. Déjà, quand j'avais déjà ces pensées-là individuelles, l'esprit de mort déjà était autour de moi. Il était là. Parce que c'est lui qui me soufflait toutes ces choses. Parce que quand je disais que je me regardais, je me disais, t'es une pauvre fille, en fait. C'était la voix dans ma tête. Mais c'est vraiment, on dirait que l'esprit de mort était autour de moi en train de me souffler ces choses-là. Tu ne vaux rien, t'es minable, t'es une mauvaise personne. Et moi, je prenais ça pour une réalité. C'était ma réalité, au fait. C'était vraiment ça, ma réalité. Et là, j'entends une voix qui me dit, t'as qu'à les pousser. Tu les pousses, tu te jettes et le train passe. C'est tout bénef. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est une super idée, ça. Et tu sais, tu es là devant le quai, je tiens la poussée et j'entends le train qui arrive. En fait, j'avais juste les sirènes, ping, tu vois, qui annoncent que le train va arriver. Et tu entends juste la voix que le train rentre en gare. Et puis j'avance, et puis je me dis, mais tu vois, il y a une autre voix. Mais mince, Claudia, qu'est-ce que tu fais? Je fais un bond en arrière, je me dis. Et puis j'appelle ma mère, parce que j'allais à Bruxelles, j'allais voir ma mère, j'appelle ma mère. Elle me dit, Souza, si ça ne va pas dans ta tête, viens, dépose les enfants et continue parce que je ne comprends pas ce qui t'arrive. Elle me dit, je ne comprends pas. Parce que ça reste quand même une mère, hein. Et donc, elle a commencé à voir que ça n'allait plus. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me fait, si ça ne va pas, si vivre seul, t'occuper seul de tes enfants, ça ne va pas, t'as qu'à te remettre avec leur père. T'as qu'à te remettre avec leur père, trouve une solution, mais ça ne va pas. Et puis, elle me lançait souvent, Lukel Onyanzambe, cherche Dieu. Moi, j'ai aucune solution à te donner. Je connais ni féticheur, je sais pas. En fait, je ne sais même pas ce que tu as. Essaie de trouver peut-être Dieu, essaie de trouver une paix qui va t'aider, mais tu peux pas continuer comme ça, Claudia. Tu peux pas. Je te vois dépérir, tu peux pas. Mais ça faisait pas écho à mon cœur. À ce moment-là, j'étais là en train de peaufiner mon plan dans ma tête. Alors, je passais des heures, même des heures, des nuits sur des sites de recherche. Je tapais comment orchestrer un suicide parfait, mais bien sûr que ça n'existe pas. Ça ne mettait que des articles sur les suicides de famille et tout ça. Donc, ça ne mettait pas. Je ne sais pas encore, je m'attendais si j'allais trouver, tu vois, genre une formule, une combinaison. Mais j'ai passé des heures et des heures. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les médicaments? Je me dis, mais les médicaments, ça ne va pas marcher. Parce que le dosage que je vais donner, peut-être que ça va marcher pour les tout petits, peut-être même pour les plus grands, ils vont avoir des séquelles, ou peut-être que ça va marcher pour les enfants et pas pour moi parce que le dosage n'est pas bien équilibré. Ah ben, je risque de rester en vie, peut-être de devenir un légume ou d'être consciente, mais mes enfants seront morts. Ah, ça, je veux pas. Il faut absolument, impérativement que je trouve un dosage, vraiment le meilleur moyen pour qu'on parte tous les six sans séquelles, en fait, sans trop de danger. Je me dis donc les médicaments, on exclut ça. Les autres sont trop grands, donc je ne peux même pas les forcer à commettre des choses. Et j'étais là et puis je me suis dit, ah mais tiens donc, chez moi, ça fonctionne avec le gaz. On dit que le gaz, c'est un tueur silencieux. Et puis, je me rappelle quand on avait acheté la maison, on a mis la chaudière près de la fenêtre. Le monsieur qui est venu installer la chaudière nous a dit, la fenêtre, que la chaudière est près de la fenêtre et c'est dangereux. Soit vous condamnez cette fenêtre parce que vous ne devez pas l'ouvrir parce que avec le gaz et tout, le retour et tout, c'est dangereux pour la maison. Donc, soit vous condamnez cette fenêtre, soit vous déplacez la chaudière. Ben, on l'avait déjà installée. Lui, il venait juste pour faire les branchements et tout ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, non, on va condamner la fenêtre. Donc, avec mon mari, on a condamné la fenêtre. Je lui ai dit, ben, c'est parfait. J'aurais qu'à allumer le gaz. Excuse-moi. C'est qui? Il y a quelqu'un là, ici, là, qui te dérange, là. La Ah, personne heureusement que s'appelle Steph Kamwanga. Tu la connais? non. Heureusement que je ne lis même pas les commentaires. J'ai atteint un niveau où je ne. Ok, je vais la bloquer parce qu'elle n'est pas intéressante. Elle me saoule avec ses commentaires de merde. Ok, let's go. Ok, on y va. Et, et donc, donc c'est là que je me dis, ben, le gaz, c'est un tueur silencieux. Donc, voilà, je n'aurai qu'à allumer le gaz dans le sommeil, moi et les enfants, on partira. Et c'est sur cette pensée-là que je m'étais arrêtée. Mais en même temps, je pensais à ma mère qui me disait, Lukel Onyanzam. Je me suis dit, mais je vais quand même essayer, tu vois, je vais quand même essayer ce Dieu-là. On ne sait jamais, hein, malgré. J'ai quand même fait deux, trois bonnes actions dans ma vie. Je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de. Mais je ne sais pas comment on prie, comment on fait pour vraiment prier. C'est quand tu regardes tu regardes les réseaux, même quand tu vas dans les églises. Déjà, même les églises me prenaient pour un paria. Donc, je n'étais vraiment pas non plus. Je ne trouvais plus jamais ma place dans les églises.
Et quand tu regardes toutes ces personnes, quand elles prient, tu as l'impression que, voilà, elles sont habitées de quelque chose, les versets coulent dans leur... Que tu dois être exceptionnel, au fait, pour venir à Dieu, tu vois. Que moi, déjà, avec toutes mes imperfections, en plus avec les pensées que j'avais, d'où il va m'écouter? Et puis ça aussi, comme je dis, l'esprit de mort me guettait, c'est vraiment quand tu essaies aussi même ce genre de truc, il va te dire, mais d'où Dieu va t'écouter? Avec tous les péchés que tu as fait, Claudia. Ah, en fait, c'est vraiment la culpabilité et ça te rappelle tout ce que tu as fait, tout refait surface. Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as commis telle chose, telle chose. Tu penses vraiment que Dieu va t'aider? Penses-tu vraiment que Dieu peut t'aider? Et malgré ça, je me suis dit, je vais quand même essayer. Alors j'étais là. Je lui disais, Seigneur, sauve mon âme. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que l'enfer, c'est vraiment, on connaît tous le paradis et l'enfer. Je sais que l'enfer, c'est ma place. Mais s'il y a possibilité de sauver au moins mon âme, parce que voilà, je sais que quand t'es pas vraiment bien assidu dans dans la chrétienté, dans la religion, dans toutes ces choses-là, tu as l'impression, comme on le voit tout bêtement dans les films, que c'est-à-dire quand tu meurs, ton âme est en train d'errer, tu vois. Elle est en train d'errer comme ça. Je me suis dit, je ne veux pas que mon âme puisse errer. Tu vois, je suis prête à mourir, je suis prête à aller en enfer, je suis prête à payer les conséquences de mes actes. Et je veux pas que mon âme puisse errer. Sauve mon âme, sauve ne fût-ce que mon âme. Et c'était ça. C'était ça. Je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer. Si ça non plus, ça ne marche pas, il y a plus rien à faire pour moi, en fait. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Et c'est dingue, hein. Aujourd'hui, j'entends les gens porter des jugements sur moi. La Stéphie, si elle fait des commentaires, oh, j'ai encaissé, je te l'ai dit, hein, j'ai encaissé. Elle est folle, elle est déséquilibrée, faut lui retirer ses enfants. Comment elle a pu avoir de telles pensées? Parce que mes enfants, c'est mon tour. Ma vie tourne autour d'eux. C'est une partie de moi. Je ne peux pas me dissocier de mes enfants. Je ne vois personne sur cette terre capable d'élever mes enfants mieux que moi, même pas leur père. C'est mon cœur, c'est une partie de moi. Ils font partie de moi. Et c'est vraiment dans cette détresse-là que j'ai réellement, alors là, j'ai réellement expérimenté. En tout cas, quand on dit que c'est quelqu'un il est surnaturel, j'ai expérimenté le surnaturel. J'ai vraiment expérimenté le surnaturel. J'avais une amie qui vivait une situation très difficile, mais comme je te l'ai dit, beaucoup, autour de moi, personne ne savait. En fait, tout le monde autour de toi vont te dire, mon entourage va te dire que Claudia, elle est souriante. Claudia, c'est maman sociale. Elle est souriante, elle est gentille, elle pète la forme, elle est joviale. Mais personne ne sait ce que je vis à l'intérieur de moi, en fait. J'étais une enveloppe, en fait. J'étais juste une enveloppe vide. Vide. Pour moi, comme je le dis, vraiment, je le résume ainsi, j'étais déjà morte à l'intérieur. Vraiment, c'est que le Seigneur a fait, c'est-à-dire il a récupéré mon âme en enfer. Parce que j'étais déjà morte. Tu vois, vraiment, ma vie était déjà entre les mains. Donc, c'est comme si je partais déjà. La mort m'avait déjà prise. Je n'étais plus là. La mort m'avait prise. Il a carrément, littéralement sauvé ma vie. Et cette amie-là, euh, elle priait. Je l'entendais dire, ah oui, ça va pas dans mon couple, je vais appeler mon pasteur. Ça va pas dans mon couple, je vais appeler mon pasteur. J'ai fait, mais tiens, dis donc, ces pasteurs-là, ils font des miracles. Comment ça se fait que toi, tu vis des moments si difficiles et tu appelles ton pasteur? Et puis un jour, elle me dit, oui, Claudia, ben, aujourd'hui, on va pas parler souvent, bon, longtemps parce qu'il y a mon pasteur qui va venir prier pour moi. Je lui dis, ah bon, ils font ça aussi? Elle me dit, ouais, ouais, ils vont venir prier à la maison. Je lui dis, tout bêtement comme ça, est-ce que, est-ce que tes pasteurs peuvent prier pour moi aussi, pour une personne comme moi? Elle me dit, comment c'est une personne comme toi? Je dis, mais bien sûr, c'est leur travail. Elle me fait, viens. Et je suis venue, et j'ai vu les pasteurs, ils ont prié pour moi. Mais je m'attendais, tu vois, comme une baguette magique. Ils ont prié pour moi et ils m'ont dit, rentre à la maison, on t'appellera parce que là, effectivement, c'était pour ton ami qu'on était venu. On a bien voulu t'écouter parce que voilà, on ne pouvait pas te laisser dans ta détresse, mais on passera chez toi. Je rentre, il y a une amie qui m'appelle dans le train. Elle me dit, mais comment tu te sens, ça va mieux? J'ai dit, mais c'est une foutaise, ces histoires de pasteurs. Ils ont prié pour moi, mais personnellement, je me sens toujours aussi minable. Il y a rien qui a changé, en fait. J'ai dit, mais il n'y a rien qui a changé. Je me sens toujours aussi minable. Attendez, j'ai un appel que je ne sais pas si ça va couper le sang. Je me rappelle. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Et donc, j'ai dit à cette amie, je me sens aussi, toujours aussi minable. Et au final, le lendemain, j'ai pas attendu que les pasteurs m'appellent. J'ai appelé le pasteur en question. Je lui ai dit, je suis désolée, pasteur, je ne veux pas être impoli, je ne veux pas remettre en cause la puissance de votre Dieu. Mais il n'y a rien qui a changé. Ma douleur, elle est là.
me sens Ouais, c'était toujours de la aussi. magie. Oui, franchement, je pensais que. Je dis, je me sens aussi minable. Et il rigole, il me dit, c'est tout à fait normal. Il me dit, c'est un processus. Et la seule chose que je vais te demander, c'est passe de temps dans la présence de Dieu. Je lui ai dit, mais je ne sais pas comment prier. Il me dit, même dans l'adoration. Tu mets des musiques d'adoration, écoute de la musique. Moi, j'aime bien le dire. Moi, personne n'est venu me prêcher. Personne n'est venu m'apporter la parole de Dieu comme ça. C'est vraiment le Seigneur lui-même qui a fait son travail. J'ai crié à l'aide et lui-même, il a fait le travail sur moi. Lui-même. Qu'est-ce qui s'est Et donc, passé? il m'a dit, mets des adorations. Et puis, il me dit, il y a des choses qui te pèsent dans ton cœur. Il y a des choses qui pèsent dans ton cœur. Il faut que tu les sortes. Il faut que tu libères ton cœur de toutes ces choses qui te pèsent. Alors, je mettais des adorations. Je chantais, j'étais là, je chantais. De temps en temps, je disais, je lisais de temps en temps la Bible. Mais c'est comme ça que en fait, c'est comme ça que sans le savoir, j'avais déjà enclenché le processus. En fait, sans le savoir, c'est comme ça que le Seigneur avait déjà, en fait, il avait déjà commencé à travailler sur moi. Il avait déjà étendu sa main sur moi. Moi, je n'étais pas encore apte à le comprendre. Et même les pensées ne sont pas, comme parfois même la délivrance. On s'attend souvent à voir, tu vois, les pasteurs qui viennent, qui délivrent et tu bouges, les démons sortent, ou bien que les manifestations que tu parles et tout ça. Non. Parce que quand il me disait qu'il y a des choses qui te pèsent dans ton cœur, c'était toute cette culpabilité-là. En fait, je m'étais emprisonnée dans cette culpabilité que je ne voulais pas lâcher. Je me reconfortais dans ça. Je ne voulais pas lâcher cette culpabilité. Mais à partir du moment, je t'assure, que j'ai commencé à le dire, et pas dans mon cœur, à haute voix, pardonne-moi Seigneur, je les ai tous énumérés, un par un, tout ce que j'avais fait, tous. Et c'est bête à dire, hein, vraiment, j'avais ce poids. Tu sais, quand tu as un poids sur le cœur et tu as l'impression de... J'arrivais pas à respirer comme ça. Quand je respirais, j'avais ce poids-là qui me pesait. Mais C'est une quoi fois le que j'avais... poids, la culpabilité? C'est quoi en C'était fait la qui te fait? culpabilité, c'était toutes ces choses que j'avais fait. Parce que je suis passée, comme j'ai dit, j'avais un mal-être étant adolescente et dans ce mal-être-là et ce manque affectif que j'avais, j'ai fait un tas de choses. Par exemple, le rapport par rapport à la sexualité. Vu qu'on m'avait privé du choix de mon partenaire, vu que je ne sais pas c'est quoi, comme les filles certaines filles te le diront, ah, moi j'ai dû choisir mon partenaire, j'ai perdu ma virginité avec mon copain. Moi, je ne sais pas c'est quoi. On m'a privé de ce droit-là. Pour moi, la sexualité, elle était complètement banalisée. Je pouvais, voilà, changer de partenaire comme ça. J'allais me dire, de toute façon, voilà, de toute façon, je suis même pas vierge. De toute façon, bah, voilà. J'avais vraiment un rapport avec la sexualité qui était limite pervers, un peu toxique comme ça. Tu vois, j'avais vraiment j'ai commis beaucoup de choses qui Mais pour à moi me cause de rendaient l'abus sale. sexuel, à cause de l'abus sexuel. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Mais c'est comme si mon corps ne m'appartenait. On m'avait privé de la possession de mon corps, en fait, de mes choix. Mais Ah bien, ben, je te le donne, alors tu veux, prends. Parce que de toute façon, la première personne qui s'est servie ne m'a pas demandé mon choix, en fait. C'est un côté pervers, hein, mais c'est comme ça que je réfléchissais. ouais, mais c'est ce que ça veut dire quelque part. On peut le prendre comme ça aussi, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et donc, c'est vraiment, j'ai commencé à sortir toutes ces choses-là, toutes les choses que j'avais fait. Et bizarrement, j'ai senti, c'est comme si on avait un soufflet, tu vois, un nouveau souffle en moi. Et je pouvais de nouveau, tu vois, respirer, tu vois, parce que je me sentais toute légère. Je me suis dit, wow, je me sentais vraiment toute légère. Je me sentais toute légère. Et quand, même quand les pasteurs sont venus à la maison, j'ai tout sorti parce que je n'avais plus honte sur moi, honte de ce que j'avais fait, parce que je les avais déjà tout sortis. Et c'est ça, c'est là que commence la délivrance. Quand tu es capable d'accepter toutes ces choses et de les sortir. Yes. Et c'est là que mon processus de délivrance avait commencé. C'est pas qu'on ne doit pas nécessairement t'imposer les mains pour sortir, je ne sais pas moi quoi de toi. C'est déjà Yes. toi-même qui dois te libérer de de toutes ces barrières que tu t'es mises. Toutes ces choses que tu t'en prises. En fait, c'est toi, c'est moi-même qui m'étais en prison. J'avais créé ma propre prison. Je m'étais Yes. emprisonnée dans quelque chose. Et j'ai commencé à faire tomber petit à petit ces barrières-là. J'avais l'impression j'avais un nouveau souffle de vie et une lueur d'espoir. Il m'a apporté de l'espoir. Je me suis dit, ah ouais, si une fille comme moi, qui a fait telle chose, qui est passée par là, et qui ne te connaissait même pas, qui ne croyait même pas avec toi, qui ne croyait même pas en toi, Seigneur, tu es capable de nettoyer une fille comme moi, tu es capable de donner une seconde chance à une fille comme moi, je la saisis. Je veux bien la saisir. Et j'ai saisi cette chance-là.
J'ai vraiment saisi cette chance-là et j'ai commencé vraiment ma marche avec le Seigneur. Je me suis fait baptiser, je pense, au bout d'un mois, je pense, hein. Au bout d'un mois, je me suis fait baptiser parce que quand ils m'ont prêché, ils m'ont dit, oui, voilà, ils apportent l'enseignement et puis ils me disent, oui, voilà, on voulait juste te prévenir que voilà, quand tu as accepté le Seigneur dans les cheminements et tout ça, il faut savoir qu'au bout de ça, il y a le baptême. J'ai fait, oui, je sais, il y a le baptême, mais le baptême, c'est comme si tu scellais ton alliance avec le Seigneur. Tu devenais une nouvelle personne, il y a tout ça en Christ et tout ça. Je lui dis, oh, mais moi, je vais bien me faire baptiser, je ne veux pas attendre. Ils me disent, ah bon? Je fais, oui, oui, j'ai dit, je ne veux pas attendre, je veux me faire baptiser. Tu veux pas prendre le... Moi, j'ai fait, pourquoi il me faut un temps de réflexion? Vous me dites, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. J'ai cru. Vous m'avez dit, il va ôter toute cette culpabilité, mes fardeaux. OK, je crois en lui. D'avoir foi en lui, j'ai foi en lui. Et on me dit pour sceller toutes ces choses-là, pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là et les pardons pour mes péchés, cette paix intérieure que je suis en train de ressentir, pour pouvoir la maintenir, je dois avoir une relation avec lui et je dois réfléchir, ah non, je signe où? Et je me suis fait baptiser. Et c'est comme ça que, quand je le dis, j'ai vraiment, il faut le vivre. Sincèrement, c'est réellement du surnaturel. Il faut le vivre pour y croire. Et moi, personne, j'aime à dire, je ne suis pas venue à Dieu comme certains. Je ne juge pas les autres qui viennent et qui espèrent, voilà, je viens pour le mariage, je viens pour ceci, je viens. Non. Moi, mon âme, j'avais ce qu'on appelle vraiment la blessure de, mon âme était en détresse. Ce qui se passait là, c'est que mon âme était en détresse. C'était vraiment le cri de mon âme. J'étais Yes. arrivée à un stade, vraiment, comme on dit, c'était vraiment le blackout. C'est vraiment le blackout. Je n'arrivais plus à réfléchir. À tel point que le seul moment de lucidité qui me restait, c'était de savoir comment je fais pour partir avec mes enfants. C'était le seul moment de lucidité, mais le reste du temps, j'étais dans un trou noir. Un trou noir, je n'avais aucune solution. Aucune solution. Et aujourd'hui, j'entrevois de l'espoir. Je ne dis pas que c'est facile parce que seul avec 5 enfants, c'est pas facile. Mais quand je pense, quand il dit, c'est lui qui croit en moi et qui garde mes paroles, je viendrai, je resterai, je demeurerai en lui, je serai là. Quand je sens que j'ai envie de, tu vois, tu as envie de pleurer, je sens que je vais flancher. C'est bête, hein, mais je serre fort mon cœur et je me dis, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Fais-moi signe, dis-moi que tu es là, dis-moi que tu es là, dis-moi que tu es. Et quand je me sens en paix, il me maintient en paix. Je ne peux pas aller loin parce que c'est littéralement le Seigneur qui me maintient cette paix, cet équilibre en moi, en fait. Et je le vois aussi dans mes enfants. Mes enfants sont plus épanouis. Mes enfants sont heureux, ils sont joyeux. Et je les regarde, je me dis, mince alors, je les j'allais leur priver de ça, en fait. Je n'avais pas ce droit de leur priver de ça. D'où l'importance, comme je te l'avais dit, l'équilibre des enfants aussi dépend de la santé mentale de leur mère et de leurs parents, en fait. Des deux parents, peu importe. Ça peut arriver aussi un père qui se retrouve seul à élever ses enfants. Mais l'équilibre mental est très important. Parce que si déjà, toi, parent, mentalement, tu es déséquilibré, d'office, ça va impacter sur tes enfants. Que tu le veuilles ou pas, ça va impacter sur tes enfants. Voilà un peu le parcours que j'ai eu. Et aujourd'hui, donc tu as dit tes enfants aujourd'hui, ils sont bien. Est-ce que le papa, il s'est manifesté? Qu'est-ce qui a changé en fait depuis le divorce? Il, il se manifeste du mieux qu'il peut. Il se manifeste pour les fêtes, pour les anniversaires. Mais comme je l'ai dit au départ aussi, ce n'était pas... C'est pour ça, c'est une des raisons aussi que j'ai dû mettre fin au mariage parce que ce n'était pas un père très présent. C'était pas un père. Moi, je viens d'une configuration, tu sais, quand on vient d'une... Tu as une image. Moi, je ne connais pas une autre image. Donc, on essaie de reproduire l'image qu'on a eue étant enfant. Moi, je viens d'une famille où mon père était là. Je jouais avec mon père. Mon père faisait des activités avec nous. Alors, je me dis, c'est ça que je voulais, à la limite, un peu reproduire. Un père qui fait des activités avec ses enfants, qui joue avec ses enfants. Surtout qu'avant moi, il a déjà été père et il avait des filles. Je lui ai donné une fille en premier et puis après, je lui ai donné des garçons. Et je savais, je connaissais son désir d'avoir des fils. Alors, je m'attendais à ce qu'il passe du temps avec ses fils. Je m'attendais à ce qu'il joue avec ses fils. Et, mais non. Et aujourd'hui, mes fils grandissent. Déjà, à l'aîné, j'ai dû l'expliquer pourquoi il n'a pas de père,
pourquoi c'est compliqué. Je lui ai dit, si tu veux, si tu veux qu'on trouve un détective, si tu veux qu'on le recherche et tout. Il me dit, non, tu me suffis. Tu me suffis. Quand j'en ressentirai le besoin, je te le dirai, mais pour l'instant, tu me suffis. Même si je sais qu'il a dû grandir très, très vite. Je sais qu'il a dû, quand- malgré moi, il a dû grandir très, très vite. Donc, il évite de me peiner. Il sait qu'il y a des sujets qui me peinent, il évite. Mais quand je regarde les autres aussi, je vais devoir refaire le même processus. Leur expliquer pourquoi ils ont dû grandir sans leur père, même si le leur est là, pas comme il devrait être, il n'est pas vraiment présent non plus, mais eux, au moins, ils peuvent l'appeler. Et au moins, ils peuvent le voir de temps en temps. Mais je vais quand même devoir leur expliquer pourquoi. Pourquoi il n'est plus présent, aussi présent dans leur vie, pourquoi il a dû partir. Et toutes ces choses-là, quand on se sépare, on ne pense pas à ça, hein, parce que, en fait, on veut quitter une situation. Et j'ai voulu quitter d'abord une situation. Et vraiment, les pensées, vraiment, les pensées, la dépression, les pensées suicidaires, c'est vraiment l'après la décision. C'est-à-dire que tu quittes une situation, mais après ça, tu vas devoir assumer tout. Je vais C'est devoir vrai. assumer qu'à un moment donné, je vais devoir faire asseoir mes enfants et leur expliquer pourquoi j'ai dû prendre. Parce que je sais qu'il leur dira que c'est votre mère. C'est notre mère qui a mis fin au mariage. Pourquoi tu nous as privés de notre père? Pourquoi? Toutes ces choses-là. Et voilà. Je vois l'aîné de mon mari, l'aîné qu'on a eu avec lui, l'aîné des garçons, il a 7 ans maintenant. Et je l'entends dire à ses frères, parce que quand il est parti, il a dit à ses fils, je vais travailler parce qu'il travaillait la nuit, je vais travailler, restez, soyez sages, je reviendrai. Alors les enfants, c'était, mais oh, le travail du peuple, ça dure longtemps. Mais je me suis dit, c'est pas à moi en fait. C'était pas à moi de leur dire qu'il ne reviendrait plus. C'était son rôle à lui en tant que père de faire asseoir ses enfants et de leur dire, écoutez, je ne veux plus revenir. Il y a un moment, il dit à ses fils, il dit à ses petits frères, ah, de toute façon, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il est parti. Moi, je vous dis, il ne va plus jamais revenir. Et entendre ça, ça fait mal. Tu te dis, j'ai voulu les épargner des, des certaines blessures. Mais au contraire, non. Ils vont devoir grandir avec ça. La fête des pères, ils font des cadeaux pour leur père. Et c'est toutes ces choses-là, émotionnellement, que je vais devoir encaisser. Je dois être forte pour encaisser ça parce que toutes ces choses-là te renvoient à la figure que ce sont les conséquences de tes choix et de tes décisions en tant que femme. Ce sont les conséquences que mes enfants vont payer. Ce sont vraiment les conséquences qui découlent sur mes enfants. C'est dû à mes choix, les choix que j'ai faits en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Bah, quand tu parles comme ça, on dirait que tu t'en veux. Je sais pas, est-ce que tu culpabilises D'être ou... partie. Oh non, non, non. Non, je ne m'en veux pas d'être partie. Maintenant, tout ce que vraiment je veux des enfants équilibrés, épanouis. Donc, du coup, je leur comble, j'essaie de leur combler de l'amour, de tout. En fait, même quand je leur présente leur père, je leur présente d'une manière positive. Jamais, je me suis déjà dit, jamais je ne dirai du mal de leur père. Quand ils viennent me dire, mais papa, ceci, je fais, faut voir ça avec papa. Votre papa, il vous aime. Votre papa, il vous aime. J'essaie de C'est bien. maintenir vraiment. Je sais qu'ils vont grandir, ils vont comprendre et tout ça. Je sais que toutes les choses là vont leur peser, mais je ne veux pas qu'ils grandissent trop vite. Je ne veux pas qu'ils puissent se poser des questions trop vite. Ça, c'est mon rôle à moi de pouvoir et tout, me poser des questions, réfléchir sur leur lendemain, sur leur avenir. Mais eux, je veux qu'ils restent des enfants pour l'instant. Tant qu'ils peuvent être des enfants, qu'ils puissent rester des enfants, qu'ils puissent être épanouis. Et je demande vraiment à Dieu de pouvoir combler ce vide-là. Parce qu'on le voit à travers, donc on le voit maintenant, vu que les langues se délient. On voit tous ces traumatismes, là, que ce soit chez les femmes, chez les hommes. Des enfants qui ont perdu leur père ou juste qui ont mal vécu la séparation et qui ont grandi avec des traumatismes. Et je prie le Seigneur vraiment d'épargner mes enfants de ces traumatismes-là. Et j'essaie vraiment d'être une maman très présente pour mes enfants. Mais le choix de partir, ah non, ça, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout. Super. Les personnes qui ont des questions à poser à notre sœur Claudia, allez-y, n'hésitez pas. Elle va rester connectée pour un certain temps parce qu'on avait prévu de faire le témoignage pendant 1 heure du temps, histoire de donner, comment dire,
Tu sais, quand les gens viennent en rediffusion, qu'ils ne voient pas quelque chose de trop long, sinon ils n'auront pas envie de Voilà, regarder, ouais. quoi. Ils peuvent regarder au départ, après à la fin, ah, vas-y, il reste encore 1 heure. Voilà, quoi, la flemme. C'est ça. Oui, exactement. Voilà. Pourquoi Akendaki, ma belle? Ouais, c'était une relation toxique, en fait. Il te tapait, il te battait. Il ne me battait pas, mais c'était une relation, on va dire, c'était plutôt c'était psychologique, en fait. Comme je l'ai dit, j'étais en surpoids, donc comme j'étais en surpoids, et donc du coup, il me rabaissait à ma condition de femme, c'est-à-dire, tu es une femme, tu dois te taire, tu ne dois rien dire. Et puis, il y avait l'infidélité. Donc, il y avait l'infidélité, mais voilà, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, je savais pour mes motivations pour le mariage, je les connaissais. Certes, elles étaient mauvaises, c'était pas les bonnes motivations, mais je voulais absolument garder cette cellule familiale, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants. Hors de question de briser cette cellule familiale. Donc, du coup, j'encaissais. Lundi, il y avait une telle, l'autre. J'encaissais. C'était pas grave. C'est pas grave, Claudia. C'est pas grave. De toute façon, on a dit, il va changer. Il va changer. Les hommes sont comme ça, il est jeune et tout. À un moment donné, Rolemana, il va se fatiguer et voilà. Il va se fatiguer. Je vivais avec ma belle-mère, hein. Je vivais avec ma belle-mère. Elle était avec nous. Ouh, donc, les belles-mères, elles te fourrent encore plus de faut supporter tout ça, là. Maman. Oui, mais mis à part ça, sincèrement, je ne veux pas cracher, elle était là. Elle avait ses mauvais côtés, hein, comme tout le monde, elle avait ses mauvais côtés, mais elle était quand même là. Elle était là, je m'entendais super bien avec elle. Elle m'a appris à cuisiner, elle s'occupait de ses petits-enfants. On avait vraiment une très, très bonne relation. On avait une très bonne relation. Mais elle est partie. Elle est partie parce qu'elle n'en pouvait plus. Des fois, je restais là des heures et des heures en bas à attendre que son fils rentre. Elle montait dormir et puis elle revenait. Et puis j'étais là devant la télé. Elle me dit, Yaya, viens, on va dormir. Je dis, non, maman, je regarde la télé. Elle me dit, je suis une femme. Tu ne regardes pas la télé. J'attends qu'il rentre. Il ne va pas rentrer. Moi et ton sait qu'il ne va pas rentrer. Monte dormir. Et je montais dormir, mais je me réveillais très tôt. Elle se réveillait aussi très tôt. Elle regardait dehors. Elle me dit, je ne vois pas sa voiture. Il n'est pas rentré. Je fais, non, maman, il n'est pas rentré. Elle me dit, sois forte. Il va se fatiguer. Mais entre-temps, je l'entendais, elle appelait ses sœurs, elle faisait, moi, je ne peux plus rester là. Parce que je vois cette fille supporter, c'est trop pour moi, et ça, Sony, c'est trop pour moi. Oh, et ça sonne. Donc, elle n'arrivait pas à lui parler ou quoi? Si, mais apparemment, ça ne faisait pas. Elle a essayé, hein. Elle a essayé. C'est le cadet d'une très grande famille. Elle a parlé, ses sœurs ont parlé, tout le monde on ne peut pas forcer une personne à changer, en fait. On ne peut pas. Il faut qu'ils prennent conscience, ouais. Il y a une personne donc, qui s'appelle Kikis 1. Elle demande, as-tu aussi été suivi par un psychologue pour t'aider à remonter la pente ou bien c'était juste Dieu qui t'a aidé à sortir de là? C'était juste Dieu. Et puis après, je me suis rendu compte via certains lives, j'ai rencontré un coach en résilience, Yannick. Hein. Je veux bien mettre les choses pour pas qu'on dise que je déforme les choses. Je ne dis pas que la Bible tout seul ne peut pas, que Dieu ne peut pas aider une personne complètement. Mais parfois, comme on dit, s'il met des personnes dans notre route aussi, s'il a mis des choses en place aussi, c'est pour nous aider. Donc, c'est un processus. Donc, il est là, Dieu, Ça fait tu partie du fais le pas, processus. voilà, il fait le pas, tu fais le pas vers lui, il est là. Il est là, il marche, il maintient ta paix. Mais à un moment donné, tu dois te faire aider aussi par les personnes qu'il a mis, les personnes habilitées sur cette terre pour pouvoir nous aider. Alors, j'ai Exact. commencé à faire des coachings avec Yannick. C'est un coach, franchement, qui m'a permis de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, que j'ai même fui parce que je regardais aussi ton live. C'est des choses qu'on te met en pleine figure, mais que tu n'as forcément pas envie d'entendre, en fait. Yeah. Et ça fait mal. Ça fait Mhm. mal. C'est quand tu avais fait ton live et que tu en as parlé, je me suis dit, oh, ça, c'est moi, ça. Par exemple, tout bêtement, quand les gens n'ont pas arrêté de me mettre en tête que ça sera difficile de te remarier avec 5 enfants, c'est impossible, c'est impossible. Blam. Pour moi, tout ce qui est relation amoureuse, c'est next. Alors, ils me disaient, mais pourquoi tu as peur de
Je fais non, mais personne ne va vouloir de moi avec 5 enfants. Il me dit non, c'est pas ce que je te demande. Mais tes 5, moi je te parle toi en tant que femme. Pourquoi tu te caches derrière tes 5 enfants pour dire que personne n'est capable de t'aimer? Mais c'est des choses que tu n'as pas envie d'aller creuser à l'intérieur de toi. Puis je dis, mais parce que j'ai des imperfections, j'ai des vergetures. Il me dit non, Claudia, tu me trouves des excuses. Moi, je te demande de fouiller en toi, toi en tant que femme. Pourquoi l'amour te fait peur à ce point-là? Mais j'ai pas envie d'y répondre, en fait. J'ai même pas envie d'y réfléchir. Et c'est, non, je n'ai pas. Il y a beaucoup de psy qui me cherchent. Il y en a une autre aussi, je sais qu'elle me cherche. À chaque fois, elle me dit, j'ai hâte de mettre la main sur toi, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est vraiment, je me suis reposée sur ma relation avec le Seigneur et j'ai commencé des séances de coaching avec le coach en résilience. Mais quand tu dis Yannick, c'est qui Yannick Toyeba déjà, Tolukayepe? Il s'appelle Yannick Lasman. Il a une page Instagram, c'est un coach en résilience. Yannick Lasman, vous pouvez aller checker sa page. Il est d'origine africaine comme nous. Et donc, il est passé par des moments difficiles lui aussi. Et c'est ça qui l'a permis de mettre en place ce mécanisme-là. Vraiment, il fait un travail avec toi. Et comme il dit, le travail, ce n'est pas lui. Lui, il est là juste pour te permettre de mettre les mots là où tu as, les bons mots, en fait. Toi, c'est toi qui parles, mais après, il fait vraiment un travail sur toi pour que, surtout moi, j'ai vraiment ce côté-là. Je voyais que les choses en noir, en fait. Je voyais les choses en noir, les choses en noir. Mais il te dit, je ne peux pas, je ne veux pas entendre ça de ta bouche. Et c'est vraiment des exercices hyper. Mais en fait, non, Claudia, le mot je ne peux pas, je ne veux pas l'entendre de ta bouche. Et donc, du coup, il te pousse à réfléchir différemment, en fait. Bien sûr. Il t'aide à Il te mettre les pousse à réfléchir. tiroirs à la bonne place, à aller dans la Voilà. profondeur et à faire le tri, quoi, en fin de compte. C'est ça, Ouais. les vrais psychologues. Et vraiment, et il est Oui, vraiment humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien. j'allais demander en plus, c'est payant. Oui, c'est payant. C'est payant, mais comme j'ai dit, humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien et il sait vraiment s'adapter. Il s'adapte. Il s'adapte. Tout ce qu'il demande, c'est que vraiment, quand on commence quelque chose, d'aller au bout, d'être sûr de vouloir aller au bout. Donc, il va me Ouais. taper dessus parce que, la Kimi Penza, parce qu'émotionnellement, c'était un peu, c'est beaucoup. C'est vraiment, parfois, tu n'as pas envie t'as pas envie de faire le coaching. Tu sais que c'est le jour, mais tu n'as pas envie de le faire parce que t'as pas envie que des émotions refassent surface. Voilà. Mais lui, il te pousse à les sortir, en fait, ces émotions-là. Ok, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui nous regardent, donc forcément, tu sais, il y en a parmi les personnes qui sont en train de regarder, il y en a qui ne commentent pas, qui restent dans le Mm. silence. Ils regardent, Exactement. il y a une souffrance qui est là, donc ils ne peuvent pas commenter non plus, poser des questions, tu vois, ou pas expliquer quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui a le courage même de commenter. Donc, avec ton expérience, je pense qu'aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un. Si tu as un message à donner, s'il te plaît, une conclusion, qu'on puisse, voilà, entendre ce que tu as à dire à cette personne qui souffre, en fait, dans le silence. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont silencieux, ils souffrent vraiment. Elle n'a pas voulu écrire, il n'a pas voulu écrire, parce que les hommes aussi souffrent dans le silence. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose pour réconforter quelqu'un, s'il te plaît? Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'aime bien parler, comme je le dis, j'aime bien parler des choses que j'ai vécues. Je ne parle pas des choses voilà, que j'ai entendu lui dire. Non, j'ai vécu ça. Je sais à quel point ça fait mal. Je sais à quel point on se sent minable, on se sent seul, surtout la solitude. Je sais à quel point on se sent seul face à nos choix, face à nos décisions, face au désespoir. Et vraiment, il faut être entouré des bonnes personnes. Si tu as au moins une personne en qui tu as confiance, une personne, il faut pas garder les silences. Il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est ces silences-là qui nous tuent. Le fait de garder ces choses-là en toi, ça va te tuer. Petit à petit, tu verras, c'est vraiment ta voix. C'est une voix, hein. C'est vraiment comme je dis, c'est pour ça que tu disais que la mort, j'avais la mort qui était en train de me susurrer des choses. C'est vraiment une voix. Mais cette voix-là, tellement tu la laisses prendre de la place qu'elle devient réelle. Tu as vraiment l'impression que c'est réel. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire et je sais que c'est difficile. C'est difficile, surtout dans notre communauté, de pouvoir se confier à d'autres personnes parce que tu te dis, on a peur du jugement. On a peur du regard des autres. On a peur qu'on se dise, mais toi, franchement, la dépression, c'est quoi ça? Mais à toi aussi, on a peur vraiment de ce que les gens peuvent penser de nous, en fait, de notre état émotionnel et mental. Mais c'est très important. L'équilibre mental dans la vie Nous d'une sommes des personne, êtres c'est très humains, important. on n'est pas des robots, C'est on est des très êtres humains. important. Il y a un moment donné, ton corps
ton corps, quand même notre corps, tu vois, tu te laves, tu prends soin de toi, tu te maquilles, tu te fais beau, tu te fais belle et tout, on s'apprête. Mais notre cerveau aussi, notre esprit aussi a besoin à un moment donné de faire pause, a besoin à un moment donné de se ressourcer, a besoin à un moment de recharger les batteries. Et ces batteries-là, si tu as des personnes bienveillantes autour de toi, essaye de puiser autour de ces personnes-là. Parce que seul, tu ne vas pas y arriver. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare et c'est difficile. Et une fois que les pensées commencent à s'insérer dans ton esprit et que tu les laisses se nourrir de ça, tu les laisses. Parce que la dépression, comme on dit, il y a plusieurs, il y a deux phases, il y a deux types de dépression. Il y a une dépression, tu vois, cette dépression-là où tu te sens morose, tu as envie de rien faire. Tout le monde passe par ces stades-là, tu vois. Tu te réveilles le matin, il fait gris, tu te dis, oh, en fait, aujourd'hui, flemme, j'ai envie de rien faire et tout. Tout le monde passe par là. Oui, au boulot, ça va pas, ces derniers temps, rien ne va et tout. C'est un état dépressif. En fait, on appelle ça un état dépressif. C'est passager. Mais à partir du moment que cet état-là reste et devient permanent, c'est inquiétant. Si tu vois que tu demeures constamment dans cet état-là, s'il te plaît, fais-toi aider. Ne fût-ce que par une personne, s'il te plaît, ne garde pas le silence. Parce que le silence, il tue. Il tue à petit feu. Moi, c'est vraiment, j'ai les déclics, mais c'est quelque chose, c'est vraiment comme on a dit, on voulait faire un live pas trop long, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai tremballé depuis mon enfance. Depuis mon enfance. C'est un mal-être que je n'ai fait en fait, il me consumait petit à petit, il me consumait. Et plus je subissais le rejet, l'abandon, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Donc, ça prenait plus de l'ampleur. Et quand j'ai vu l'effondrement de mon mariage, parce que mon mariage, c'était l'accomplissement, mon accomplissement, en fait. J'étais arrivée là où je pensais que je devais être. J'y étais arrivée. Et voir tout ça s'écrouler, c'est comme si tu faisais un château, comment ça, un château de cartes là qu'on faisait quand on était enfant. Et puis tu arrives, tu mets la dernière carte et puis boum, tout s'écroule. Et moi, c'était ça en fait. N'attends pas à ce que tout s'écroule parce que beaucoup ne sont pas relevés de ça. Et c'est pas facile. Quand tu sens que ça ne va pas, faut pas avoir peur des émotions. On nous a tous appris de pouvoir gérer des émotions. Moi, je suis une pleurnicheuse. Hein. Je pleure, même quand je suis fâchée, je pleure. Tout le monde, balai la remonter, il faut quand même remonter, mais il ne faut pas pleurer. Non, les émotions sont là. Si Dieu a mis ces émotions-là en nous, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer. Bonne Et cause. comme le dit mon coach Yannick, pose-toi la bonne question. Pourquoi cette émotion-là fait surface à ce moment-là? Pourquoi tu es en colère? Est-ce que tu es en colère parce qu'on a mis, parce que tes valeurs ont été perturbées, parce qu'on a touché tes valeurs, une de tes valeurs qui a été touchée, c'est ça, t'a mis en colère? Pourquoi tu ressens de la tristesse à ce moment-là? Faut écoute tes émotions. Qu'est-ce qu'elles veulent te dire? Parfois, c'est un signal d'alarme. Qu'est-ce que tes émotions veulent te dire? Surtout, ne gardez pas le silence. C'est vrai que, voilà, tu peux pas connaître les personnes. On ne connaît pas totalement les personnes qui nous entourent. Mais si tu as ne fût-ce qu'une seule personne bienveillante autour de toi, faut parler. Faut vraiment parler. Bienveillante. Tu as bien fait de préciser parce que je suis en train de répondre à une personne qui s'appelle Jufo Tekabs et qui disait qu'elle a dit à ses amis, elle a dit à son mari et ils l'ont qualifié de Jean Rabé Laramoutou. C'est l'ignorance en fait. Parce que chez nous, on a l'impression que ça, c'est un problème vraiment de folie, que c'est pour les blancs et tout et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, on est fait à l'intérieur comme eux. La couleur est peut-être différente, mais l'intérieur, voilà quoi, c'est le même. On a un cerveau, tu vois, pas, on a un cœur, on a, voilà quoi, on est fait comme eux. Donc forcément, on est affecté aussi des fois par les choses de la vie, surtout les femmes seules, avec beaucoup d'enfants, des fois même un seul, c'est très dur parce que même un seul, je pense que la meuf, elle pensait pas qu'elle allait se séparer. Les conditions ont fait que, voilà, ils ont dû se séparer. C'est, tu vois, pas le choc déjà, la séparation. Elle se retrouve dans un nouveau, comment dire, style de vie, toute seule, avec un enfant, quoi. C'est pas facile. Le changement, c'est bouleversant pour l'être humain et ça peut créer, comment dire, une fatigue morale. Et quand elle est négligée, elle n'est pas prise en charge tout de suite, ben, ça creuse. Elle pèse, elle pèse, elle pèse, elle pèse. Et plus tu es fatigué, plus tu as de choses à faire, ben, ça se rajoute au-dessus de cette fatigue et ça se transforme, comment dire, en dépression, en fait. Moi, je dis ça Exactement. parce que j'ai fait un témoignage par rapport à ça. Et moi, aujourd'hui, la solution, je me dis, OK, Dieu, il est là, je prie, je lui parle, je lis la parole de Dieu. Mais voilà, je sais que j'ai besoin d'un psychologue parce que c'est trop profond vu que c'est une douleur qui vient en fin de compte de l'enfance.
dû à la perte de ma mère et puis d'autres choses après qui se sont accumulées par-dessus, tu vois. Accumuler, Donc, exactement. à partir du moment où déjà tu dis la chose que tu as, tu vas déjà vers la délivrance parce que tu es conscient déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Mm. Mais ceux qui étouffent, c'est eux qui aggravent leur cas. C'est là où le diable profite de ce silence. Tu t'isoles et comme elle dit Tu Joss t'isoles. Meyer, le champ de bataille, c'est l'esprit. Là où le Satan vient, tout ce que tu disais tout à l'heure, je me suis dit, purée, Satan, il t'avait vraiment, comment dire, pris pour Ah oui, j'étais, quand je son dis moi, jouet, quoi, j'étais tu déjà vois. dans tes filets. Oui. Ouais, ouais, J'étais- vraiment. Donc c'est Mais important comme de tu parler, dis, comme elle a dit, quoi. C'est important de parler. vraiment psychologue aussi, parce que souvent on a, tu vois, comme elle vient de le dire, on a toujours, mais la Ramoutou, elle va voir un psy, mais si c'est là. On a toujours ces préjugés-là. En fait, on voit un psychologue comme étant, mais c'est leur travail, en fait. Ils sont là pour écouter. Ils sont là pour... Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Parce que même comme elle dit, tu peux parler à ton mari, tu peux parler à une amie, mais l'amie va t'écouter, mais elle va toujours vouloir ajouter son petit grain dessus. Ah, mais toi aussi, t'exagères un peu, ou bien. Non, alors que les psychologues, là, ils sont là pour t'écouter. Ils vont t'écouter. Et ensemble, vous allez essayer de trouver, de savoir, de mettre le point là où ça ne va pas. Voilà. Là où ça ne va pas. Faut pas avoir honte de se faire aider. Faut pas avoir honte de pouvoir en parler, au fait. Si tu penses que dans ta communauté, tu ne peux pas, autour de toi, tu ne peux pas, si tu penses que même autour de la communauté chrétienne aussi, tu n'as pas une personne à qui tu peux te confier, alors va voir un spécialiste et Il y a des fais-toi aider. spécialistes. Voilà, exactement. Ne restez pas là avec des préjugés. Ce sont les préjugés qui ont fait qu'aujourd'hui, on en soit là. Parce qu'on ne veut pas se faire aider, parce qu'on n'écoute pas nos émotions, parce qu'on a peur. On a peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Ah, on va me voir sortir d'un psychologue, on va me voir avoir tel ou tel comportement. Ce sont ces choses-là qui sont en train de nous détruire. Et on meurt à l'intérieur parce que moi, quand je le dis, intérieurement, j'étais déjà morte, hein. Mais pourtant, si je vous montre que la vie que j'avais, les photos que j'avais, j'étais pétillante. J'étais là, je m'ambiançais. Mais quand je rentrais chez moi, La c'était le réalité. blackout, hein. La réalité, elle me rattrapait, mais vite fait, hein. Aujourd'hui, et puis la réalité, elle continue à me rattraper. Parce que comme je dis, j'élève seul les enfants. Ben, j'ai dû démissionner parce que c'était impossible. Je ne pouvais pas travailler 8 heures, aller au travail, quitter chez moi à 6 heures et revenir à 19 heures. Entre-temps, je laisse mes enfants avec qui? C'est un sens, Et puis, bien on sûr. est dans les Mboka Mindele, comme vous aimez bien le dire. Ah, les services sociaux seront derrière toi. Les enfants sont tout seuls, les enfants rentrent tout seuls, les devoirs des enfants, ils checkent tout ça. Parce qu'ils savent aussi que je suis mère célibataire. Du coup, ils checkent tout ça. Ils checkent le bien, ils veulent voir si le bien-être de mes enfants en fait, si je mets je fais passer en premier lieu le bien-être de mes enfants. Ils le regardent. Donc, ils font attention à tout. Si les enfants sont bien habillés, si les enfants ont leur collation, si les enfants sont ceci, si les enfants sont équilibrés, ils te Ne va regardent. avoir trop pression, quoi. Alors que Ah, en mais oui, réalité, c'est pas facile non plus, quoi. Tu peux ah, aussi mais oublier, c'est quoi. la C'est réalité. chiant, hein. Et donc, Le stress, moi, tellement. j'ai accepté aujourd'hui d'être femme au foyer, j'ai mis fin à mon contrat de travail pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Quand mes enfants auront atteint l'âge où ils pourront peut-être aller à l'école tout seuls, Voilà, là, je pourrai reprendre ma vie active. bien sûr, Là, je pourrais reprendre ma vie active. Mais en attendant, pour l'instant, mes enfants toutes les décisions que je prends, c'est pour le bien-être de mes enfants. bien Parce sûr. qu'ils n'ont pas à subir les conséquences de mes choix. Non, Mm. non, non, non. L'essentiel, c'est d'être présente et je pense que tu as fait le bon choix. Quand Oui, ils iront à l'école et tout ça, comme tu as dit, c'est là le moment de, voilà, de reprendre la vie active. L'essentiel, c'est vraiment exactement. l'éducation, d'être présent. Surtout quand le papa, il est pas tellement là. Donc, il faut se donner, quoi. Il faut se donner. Ça, c'est compréhensif. Donc, voilà. Merci beaucoup, Claudia, De pour ton rien, merci. témoignage. C'était vraiment touchant. Que Dieu soit béni pour la victoire qu'il a opérée dans ta vie. Parce que tu es là, parce Amen. qu'aujourd'hui, tu es un témoignage. Et ouais, j'espère que ça a donné de la force à des mamans. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Parce que je sais ce que c'est que de vivre avec des enfants. C'est pas, comment dire, tu sais, quand tu es toute seule et que tu passes par là, c'est difficile, putain, par là où tu es passé, te dire que ouais, vas-y et tout, je vais faire un suicide collectif, c'est horrible d'être passé par là. Tu sais quoi, je passe par des moments, des fois c'est fatigant avec la dépression, mais je remercie Dieu de ne jamais passer par, d'avoir jamais eu cette envie, comment dire, de me suicider, tu vois. Je suis pas passée par cette étape par laquelle tu es passé, mais je me dis pour tout et en tout, heureusement on a Dieu, heureusement on a Dieu, tu vois. Heureusement que toi tu as connu Dieu de cette manière-là, il a fallu que tu passes par là pour que Dieu s'approche de toi, quoi. Moi, Dieu, il est venu Exactement.
à travers les vidéos que je faisais, quoi. On m'a dit que Dieu veut se servir de toi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la profondeur et que là, j'ai fait connaissance avec Dieu. J'ai pas eu besoin de père spirituel parce que Dieu m'a fait comprendre que vous n'avez pas de père spirituel. C'est moi, votre père, qui est, comment dire, dans les cieux. Je suis déjà esprit. Vous n'avez pas besoin de père Ah, spirituel. Tu vois, moi, j'ai pas de père spirituel. C'est le Saint-Esprit vraiment qui me parlait. C'était vraiment profond, quoi. En tout et pour tout. mhm. Et en tout cas, voilà quoi. Je sais que Dieu, il fait des grandes choses dans la vie de ses enfants, mais n'ignorons pas les spécialistes, donc les psychologues, parce que c'est Dieu qui Exactement. leur a donné aussi cette profondeur-là pour aider le mental des gens qui sont fatigués. Ok? Ne négligez pas, parce que les chrétiens ont peut-être un problème avec, comment dire, la médecine, quoi. Comme elle dit, la siste à Rose Bijou Ramirez, la médecine n'est pas ennemie, comment dire, de la religion, tu vois, des chrétiens. Donc, faut pas tout mélanger. Il faut comprendre que si tu vas chez le docteur généraliste, pourquoi tu n'irais pas voir, comment dire, un psychologue? Puisque lui, il est là pour aider, comment dire, le mental. Si tu vas voir le généraliste, c'est pour aussi des maux de tête, c'est pour des bobos, pour Mhm. peut-être des vaccins, des choses comme ça. Donc, pourquoi vous voulez pas aller dans la profondeur, en fait, avec l'être humain? Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas? Surtout si c'est Dieu qui te guide, comme tu as dit, Dieu va mettre des fois des gens qui ont, comment dire, cette capacité-là de psychologie pour, comment dire, t'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que moi, des fois, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas attitrées psychologues, mais qui ont le don de psychologie. Il te parle et Exactement. tu sens que non, cette personne, elle a le don de la psychologie. Tu sais, moi, on me dit souvent, ah, tu as beaucoup de profondeur. Je pense que c'est à cause de tout ce que j'ai vécu aussi qui me permet de rentrer dans une certaine dimension. Lorsque je rencontre quelqu'un, je ne vais pas dans le jugement, je vais essayer de comprendre, de rentrer en fait dedans, d'aller dans le passé, tu vois ou pas. Et ça, c'est vraiment, comment dire, fort, quoi. Donc, que Dieu soit béni déjà pour ces gens-ci qu'on rencontre. Mais voilà, faites-vous aider. Faites-vous aider si vous sentez que vous êtes fatigué, c'est important. Faites-vous aider parce que la sœur Claudia, elle est la preuve que lorsque on laisse la souffrance, elle s'alourdit et les pensées se remplissent de pensées négatives et voilà où ça peut amener quoi, à vouloir en finir avec la vie. Donc le monde en temps réel, c'est vraiment là pour en finir avec les tabous parce que de ce qu'on dit là en fait aujourd'hui, on ne veut plus des tabous parce que les tabous Non. c'est comme une mort lente en fait, on s'en rend pas compte. On a fait de tout et n'importe quoi des tabous. L'hygiène, il y a des choses vraiment que les enfants, les jeunes filles doivent savoir, comment se laver, tellement de choses, mais c'est devenu un tabou. La sexualité, tabou. Tellement tu parles pas avec tes enfants, ils vont dehors. Il y a trop de choses qui ne sont pas des tabous, mais chez nous, les Africains, on en a fait des tabous. Psychologue, tabou, dépression, tabou. Mais c'est des choses qui sont trop graves puisque ça pousse, comment dire, à la mort, au suicide. Tu vois, il y en a Mhm. marre des tabous. Donc, Mais la maladie mentale, ça existe. La santé mentale, ça existe, hein. Donc, ça existe. C'est bel et bien réel, il y en les a marre des tabous. traumatismes. Comme on dit, on veut ignorer des choses. Parfois, j'ai entendu des gens dire que la dépression, c'est propre à l'Occident. Mais vous pensez que ces femmes-là qui ont subi, par exemple, les génocides, ces femmes-là qui ont été abusées sexuellement, vous pensez que mentalement, comment elles se sentent? Vous pensez qu'elles ne sont pas brisées? Mhm. Vous pensez qu'elles ne ressentent rien? Ou même ces mamans-là et tout qui perdent chaque fois leurs enfants dans les hôpitaux, ou bien qui vont à l'hôpital, tu rentres en bonne santé, et puis 5 minutes après, tu es mort. Vous pensez que Mhm. psychologiquement, ça n'atteint pas la personne? Le cerveau, l'être humain est fait comme ça. Il est fait comme ça. Et donc, du On a coup, la des santé mentale, limites. elle est très importante. Elle est très Voilà, importante. on a des limites. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Non, On merci va, à comment toi dire, en finir d'avoir avec rendu le ça live. possible, hein. Donc, et je fais un petit coucou aussi à mon frère John, fruit de l'esprit. C'est lui aussi qui avait permis que je fasse mon premier témoignage sur sa chaîne YouTube. Et donc, voilà. Et Ah, l'extrait que c'est j'ai mis vraiment, dans la vidéo, il y a des gens qui l'ont vu. voilà, c'est sur YouTube, Ouais. Onesha Production. Voilà. Et On est c'est le chaque frère production. John, ouais, le frère John, fruit de l'esprit, qui était le premier à qui j'ai parlé à cœur ouvert. Et voilà. D'accord. Donc, je le C'était quand? remercie aussi C'était pour quand? ça. Et ça s'est fait, c'était l'année passée. Ça s'est fait D'accord. l'année passée, je crois, au mois de mai. Et donc, on a fait ce témoignage. C'était difficile. C'était vraiment, et je me rends compte d'autant plus que c'est toujours aussi difficile parce que je me disais, je ne vais pas pleurer aujourd'hui, mais voilà, les émotions sont ce qu'elles sont. Et donc, C'est voilà. normal, c'est une Même si étape difficile de la vie, quoi, même si ça fait longtemps. le passé appartient Je au comprends. passé, mais c'est des choses qui ont fait la Claudia que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas les nier, je ne peux pas les mettre de côté. Et voilà.
Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Claudia. Que Dieu te bénisse et qui bénisse aussi tes enfants. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi pour tout ce que tu fais. Que Dieu soit béni. Merci. Bye bye. Bye bye. Ok. Bon. YouTube Komonini. Elle a dit, j'ai déjà oublié parce qu'il y a beaucoup de choses là à dire. Voilà. Donc, c'était le témoignage de Claudia. Vidi Beauty. Merci d'avoir été connecté. Merci à tous. Alors, je suis en train de chercher des hommes parce que je voudrais faire une émission qui s'intitulera Le silence de l'homme. Parce qu'on a besoin d'écouter les hommes, parce que les hommes sont trop silencieux et lorsque la femme s'exprime, ben, on a l'impression qu'elle attaque l'homme alors que non, elle parle juste de ses souffrances. On aimerait que les hommes aussi s'expriment. Et afin que la femme aussi puisse prendre conscience de ce qu'il y a derrière le silence de l'homme. Je pense que ça serait intéressant que certains hommes se manifestent. Venez en privé, dites-moi si vous êtes prêts à participer à cette émission. J'aimerais la faire cette semaine. Si jamais je n'ai pas assez d'intervenants, j'attendrai avant qu'elle se fasse, histoire d'avoir vraiment des personnes sûres qui pourront être les personnes principales comme invitées. OK? Alors, en dehors de ça, il y a d'autres témoignages qui vont arriver. Ce que je veux vous dire, c'est que, s'il vous plaît, prenez le temps et de prier, que Dieu vous donne la force et le courage pour venir aussi à votre tour témoigner, s'il vous plaît. C'est important. Il y a des gens en détresse qui ont besoin, comment dire, de votre message, de votre histoire, parce que ceux qui traversent, c'est très difficile pour eux. Tu as survécu, mais il y en a d'autres qui ne survivent pas ce que toi, tu as traversé. OK? Pensez que non, une part de mon histoire peut sauver la vie de quelqu'un. Le monde en temps réel, c'est pas des blagues. Le nom ne m'est pas venu comme ça. Je suis convaincue même que c'est Dieu qui m'a inspiré le nom. Le monde en temps réel. On parle vraiment de réalité. Il y a des gens, on est là, nous, on est en train de s'écouter, mais d'autres sont en train de pleurer, quoi, tu vois. Et il suffit juste que tu viennes te connecter, viens dire un message, viens témoigner, viens dire cette part d'histoire qui fait partie de ton passé, mais, tu vois, qui t'a fortifié, quoi. Aujourd'hui, tu es plus forte parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forte. Viens partager une part de ton histoire, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, s'il te plaît, viens parler. Tu vas aider, comment dire, quelqu'un. OK? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous laisse. Il y a un témoignage aussi qui va arriver. OK? Il y a un témoignage qui va arriver. Merci beaucoup. Fan Carlet, Espoir Mangui, merci à tous. Joanne Le Camit, vraiment, nous les hommes, on souffre aussi, mais honte de se dévoiler. D'autres prendront ça pour la faiblesse. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas faibles. Il y a trop d'hommes qui se suicident, trop d'hommes qui font des AVC. Je pense que les tabous, là, à un moment donné, il faut arrêter. Et certaines choses qu'on nous a inculquées aussi ne sont pas en train d'aider, en fin de compte. Elles continuent d'étouffer certains hommes. Et voilà, il y en a marre. OK? Du silence, là, des hommes, à un moment donné, faut parler. Parce que quand Dieu vous met à côté d'une femme, c'est pour partager. C'est aussi pour se confier. Mais même en couple, il y a des hommes qui ne veulent pas parler. Il y a des fois, je vais parler quand je ferai le silence des hommes. OK? Là, c'est pas le moment. OK? Que Dieu vous bénisse. Mbokelengi 243. Ah, tu voulais intervenir? Ce qu'on va faire, c'est que euh, tu peux venir en privé si tu as, comment dire, tu voulais intervenir, donc tu as des choses à dire. Tu peux toujours proposer un thème. On fait une émission avec toi et tu viens et tu parles comme ça, on t'écoute. OK? J'aimerais écouter des hommes, s'il vous plaît. J'aimerais écouter des hommes parce qu'il y a une époque où j'étais sur Facebook, j'écoutais beaucoup les hommes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent parce qu'ils sont tombés aussi sur des femmes insensées. Donc, la femme insensée, c'est celle qui détruit, mais la femme sage, c'est celle qui bâtit. OK? Il y a des hommes qui traversent des choses vraiment, c'est de la folie. Parce qu'il y a des femmes qui sont tombées sur des hommes qu'on appelle Ndoki. Mais il y a des hommes aussi qui sont tombés sur des femmes qu'on appelle Ndoki. Il y a des sacrés témoignages que les hommes gardent. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils disent que non, c'est de la faiblesse. Mais quelque part, si tu es passé déjà à travers ça, tu es encore là, tu es fort. Il faut venir parler, mon frère. Tu vas peut-être encourager un homme. Il y a trop de choses que j'aimerais dire pour les hommes, mais ça va venir. En tout cas, on ne vous oublie pas. On vous aime, OK? Parce que vous êtes trop nécessaire. Sans vous, on n'aurait pas nos enfants, OK? Voilà, que Dieu vous bénisse, la famille. Je vous dis merci d'avoir suivi le monde en temps réel. Merci d'être là, fidèle, de soutenir. Moi, j'ai Cri d'amour, blessed by God. Moi, j'ai un lien qui est, comment dire, sur ma bio. Donc, c'est Linktree. Là, il y a tous les links, il y a tous les sites internet sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y a Snapchat, pardon, tous les réseaux, donc Snapchat, YouTube, Facebook. Et il y a aussi PayPal pour les personnes qui voudraient faire des dons par rapport à ce que je fais, m'encourager, me soutenir. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Big up à vous. Bonne soirée. I am Paulette. G Mangenza 78. Merci beaucoup. Voilà.
Force à vous, courage et que Dieu vous bénisse. Merci, bye. Écrivez, ouais. Let's go.